Hello, my name is Andréane Langevin. I am a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from day 4. La Chambre voit d'un bon œil ces dispositions qui, globalement, visent à améliorer les compétences en français des professionnels en donnant les outils nécessaires aux instances des ordres pour y parvenir. On pense par exemple à la possibilité d'imposer des stages et des cours de perfectionnement aux membres n'ayant pas une connaissance suffisante du français pour l'exercice de leurs fonctions. La nouvelle marge de manœuvre qu'offre le projet de loi aux ordres professionnels trouve particulièrement écho au sein de la pratique notariale. En effet, en raison de son statut d'officier public et parce qu'il est délégataire d'une parcelle des pouvoirs de l'État, le notaire exerce une charge publique. Dans l'exercice de ses fonctions, il va sans dire qu'une très grande connaissance de la langue officielle du Québec est nécessaire. La Chambre accueille très positivement la modification de l'article 35 de la Charte qui permettra désormais à notre ordre professionnel de faire la preuve qu'un candidat à l'exercice de la profession ne détient pas les connaissances suffisantes de la langue française pour exercer le notariat. Toutefois, la Chambre se questionne si le fait de ne pas maintenir une connaissance suffisante de la langue officielle par un professionnel devrait être considéré comme étant un acte dérogatoire à la dignité de la profession. En effet, bien qu'elle comprenne l'objectif visé par cet article, la Chambre croit que le moyen de l'atteindre passe plutôt par des mesures d'accompagnement qui auraient l'effet concret d'améliorer la maîtrise du français par le professionnel plutôt que par des mesures coercitives et punitives qui, selon nous, n'atteindraient pas les résultats escomptés. Le PL 96 vient aussi modifier l'article 32 de la Charte afin d'obliger les ordres professionnels à utiliser uniquement le français dans leur communication orale et écrite aux membres. Pour votre information, la Chambre remplit déjà cette exigence en communiquant exclusivement en français dans les documents d'information destinés à nos membres. Le législateur a délégué aux ordres professionnels des pouvoirs de limiter l'exercice ou d'imposer des mesures envers leurs membres pour la protection du public. Lorsqu'une instance de l'ordre agit dans ce cadre, la décision rendue doit pouvoir encore être rédigée en anglais si nécessaire, si le membre est plus à l'aise dans cette langue. En effet, le professionnel doit être en mesure de bien comprendre les motifs de la décision rendue. Il en va ici du respect de principes de justice naturelle, un des fondements de notre système juridique. Enfin, et pour clore nos commentaires sur le droit professionnel, la Chambre rappelle le caractère fondamental du secret professionnel du notaire et tient à s'assurer que le PL 96 ne viendra en aucun temps le compromettre. Le PL 96 vient modifier le droit actuel en mentionnant que les réquisitions d'inscription, ce qui est publié au registre, doivent être rédigées exclusivement en français. De plus, ces réquisitions doivent être présentées accompagnées de documents qui, s'ils sont rédigés dans une langue autre que le français, doivent en plus être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec. Considérant les conséquences importantes de ces modifications, la Chambre recommande donc au législateur de retirer les articles 124, 125, 126 et 196 du projet de loi et de ne pas intervenir en matière de publicité des droits. On se souvient, au fil des années, qui était présent, qui est resté sur le territoire québécois suite à la guerre de la conquête, notamment les notaires. Et c'est ce qui a permis d'assurer notamment une histoire, un historique
à la nation québécoise. Cette identité particulière-là, vous en faites mention, vous dites « Nous sommes pour le caractère distinct du Québec », et notamment ce caractère distinct du Québec passe par la langue française. Mais écoutez, le notaire, comme vous dites, est un officier public, donc tire ses pouvoirs de l'État en rendant authentiques les documents, donc ayant ce qui permet d'avoir une valeur aussi forte qu'un document qui émane du gouvernement. Alors, pour nous, c'est important, effectivement, que le notaire puisse encore mieux maîtriser la langue française pour jouer son rôle, jouer encore mieux son rôle d'officier public et vraiment de protéger, de valoriser la langue française. Donc, dans certains cas, un document authentique fait par le notaire, c'est l'équivalent d'un document de l'État. Ça a le même caractère exécutoire et fondamental. Tout à fait. OK. J'aimerais ça qu'on aborde la question de l'article 35 du projet de loi relativement aux ordres professionnels. Et actuellement, de la façon dont la Charte de la langue française était effectuée, il y avait une présomption irréfragable de la connaissance du français pour les membres avec certains critères. Bon, qu'est-ce que ça signifie, une présomption irréfragable pour les non-initiés? C'est une présomption qui ne peut pas être repoussée. Donc, autant dire que le ciel est bleu, puis l'enfer est rouge. Si on résume ça comme ça. C'est une blague, c'est une blague. Pas tant que ça, là, mais... Je vous taquine. Alors, Madame la Présidente, un peu de sérieux? C'est vous qui avez déclenché ça, Monsieur le ministre. Je sais que ça fait plaisir aux députés de la Pinière. De vérifier véritablement et de s'assurer du maintien de la connaissance de leurs membres, de pouvoir s'exprimer et de travailler en français. Pourquoi c'est important pour la Chambre des notaires? Présentement, le texte actuel, comme vous l'avez si bien expliqué, donc démontrait une présomption où dès qu'on a un secondaire 3, donc on a étudié en français, on a un secondaire 3, nous sommes réputés avoir la connaissance et les requises de la langue française. Donc, pour nous, les modifications, ça va nous permettre de démontrer que ce n'est pas le cas, même si on a ces études-là. Donc, on est capable de démontrer que ce n'est pas le cas et on va pouvoir imposer des cours de perfectionnement, des cours complémentaires, donc pour améliorer la qualité du français du notaire. Quand j'achète un condo à Montréal, est-ce que la déclaration de copropriété qui devrait m'être soumise et l'acte de vente, que j'ai la possibilité de contracter en français? Écoutez, je vous laisse le soin de débattre là-dessus. Et puis, nous, je crois que ce n'est pas notre rôle à la Chambre des notaires de déterminer si tous les actes devraient être en français. Pensez-vous que ça arrive, ça? Des gens unilingues francophones qui achètent un condo puis qui ne comprennent pas ce qui est écrit dans la déclaration de copropriété? Mais en théorie, le rôle du notaire est d'expliquer les contrats, de s'assurer que la personne connaît bien les obligations, les restrictions qui sont dans la déclaration de copropriété. Alors, j'ose croire que la personne comprend bien ce qu'elle signe avant de signer les contrats. 11 minutes, 20 secondes. Merci beaucoup. Vous avez passé du beau ciel bleu du ministre, peut-être, j'espère pas l'enfer de mes questions. Vous parlez de l'importance de très bien maîtriser la langue de votre client. Nos membres font l'objet d'inspections à des fréquences régulières. Alors, nous, nos inspecteurs vont dans les bureaux de notaire, vérifient les dossiers, vérifient les contrats, vérifient si les règles sont respectées. Alors, donc, il y aura un volet où l'inspecteur pourra vérifier la qualité du français, donc avec des outils qu'il aura pour le vérifier. Vous me confirmez que c'est l'inspecteur qui est toujours un membre de l'ordre, un notaire nommé inspecteur pour 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va avoir la compétence pour évaluer la compétence langagière. Moi, j'aurais été bien mal prise d'évaluer la compétence langagière de mes collègues.
C'est-à-dire qu'on va développer des outils avec l'OQLF et l'Office des professions pour effectivement avoir des outils qui seront justes, qui seront équitables et qui pourront être expliqués facilement aux notaires. Et il y a le volet, il n'y a pas simplement les inspecteurs aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a nos candidats à la profession, donc qui ne sont pas avec les inspecteurs, donc qui vont faire l'objet d'autres vérifications au départ. Nous, au Parti québécois, on considère que les officiers de l'État doivent fournir des services publics aux citoyens en français et de ne pas le faire, c'est grave. C'est notre prétention, c'est même une conviction assez sincère, je peux vous le dire. Ma question, combien de vos membres sont unilingues anglais et n'ont pas une connaissance suffisante du français? On n'a pas de statistiques parce que nous, il y a une présomption. Donc, ils sont tout de suite réputés connaître le français. Alors, donc, on n'a pas à le mesurer. C'est assez incroyable. Vous me permettrez d'être étonné que vous veniez faire une telle présentation sans connaître l'état des lieux. Est-ce que votre mémoire sert à défendre 5 membres, 10 membres, et c'est pour ça qu'on devrait changer la loi présentée par le gouvernement? Ça m'apparaît pour le moins suffisant. Et j'aurais aimé avoir des statistiques parce que quand on veut changer une loi ou quand on veut présenter des amendements, ça doit s'appuyer sur quelque chose d'assez significatif. Vous avez parlé tantôt de règles pour accompagner les notaires. Le Québec, sa langue officielle, c'est le français depuis un bon moment. La loi 101 a été adoptée en 1977. Qu'est-ce que ça va prendre de plus pour convaincre les notaires qui pratiquent au Québec d'avoir une connaissance suffisante du français? Je suis non seulement surpris, mais je suis étonné, puis voire même irrité d'apprendre ça. Je vous rappelle que la Chambre des notaires n'est pas là pour défendre ses membres, mais défend la protection du public. Alors, donc, les notaires fournissent des services à des clients et la Chambre vient... D'accord. Alors, à ce moment-là, je préférerais qu'un citoyen, un client, vienne nous dire qu'il veut être servi en anglais, que la Chambre des notaires ait à le faire. C'est ma perception. Sur votre site Internet, présentement, vous relayez des offres d'emploi où on demande une connaissance avancée de l'anglais oral et écrit. Quand je vois ça, je me dis c'est une discrimination à l'embauche en certains cas. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus aussi? Bien, il faut que certains emplois, donc on ait une connaissance suffisante de l'anglais pour communiquer avec les membres. Je ne sais pas à quelle annonce que vous faites référence. Je ne veux pas accabler le cabinet que je viens de voir, mais je peux vous en sortir plusieurs sur votre site Internet. Et vous avez choisi de les partager. Alors, ça fait partie de ce qui existe présentement comme offre d'emploi au Québec. Alors, un notaire diplômé au Québec qui n'aurait pas une connaissance avancée de l'anglais oral et écrit serait discriminé à l'embauche chez un de vos membres. Mais ça dépend c'est quoi ses fonctions, là. Alors, je ne peux pas vous répondre. Pratique au Québec. Mais vous savez, les notaires pratiquent dans différentes régions avec différentes clientèles. Certains ont des clientèles très internationales. Alors, donc, il y a toutes sortes de situations. Merci. Si nous voulons respecter également nos ancêtres qui se sont battus pour défendre le français, si nous voulons nous respecter nous-mêmes, nous devons, sans plus tarder, lui redonner toute l'importance qu'il mérite. Et pour ça, il faut travailler tous et toutes en équipe. Ainsi, nous avons entendu ici à la Commission que certains craignaient que la paix linguistique des dernières années ne soit ébranlée par ce projet de loi. Pendant cette paix, l'anglais faisait toute une remontée. Nous vous demandons officiellement de faire plutôt la meilleure loi possible et oser un peu plus, par exemple, étendre les dispositifs de la Charte de la langue française au cégep. Est-ce que la situation du français au Québec est raisonnable? À Montréal, vous connaissez tous et toute la réponse. Donc, nous souhaitons une politique linguistique plus large afin d'inclure d'autres aspects qui ne font pas partie de cette loi. Nous savons tous qu'un meilleur contrôle en immigration serait l'idéal pour protéger la langue française et pour nous, le gouvernement ne se sert pas suffisamment des pouvoirs existants dans ce domaine. Il est en effet plus important de sélectionner en grande majorité des individus maîtrisant déjà le français que de débattre de volume et de catégories.
Nous expliquons dans notre mémoire que l'État doit être plus vigilant et exercer davantage de contrôle sur l'immigration temporaire. Par exemple, le projet de loi 96 ne doit plus permettre aux personnes détenant un permis de séjour temporaire de contourner l'esprit de la loi 101 et d'envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones publiques. Nous demandons aussi que les dispositions similaires à celles de la loi 101 soient appliquées au cégep. Et aussi, le surfinancement des institutions universitaires anglophones nous apparaît également incompatible avec les objectifs affichés du projet de loi 96. Il faut investir en culture, oui, mais il faudra bien éventuellement contrôler les ondes sur notre territoire. Le problème du respect des quotas dans les radios d'ici est loin d'être nouveau, vous le savez. Nous sommes heureux de constater que vous introduisez dans le projet de loi le fait que la musique en français devrait être prioritaire dans les lieux qui relèvent de l'administration. Mais qu'en est-il des lieux publics comme les centres commerciaux, par exemple? Pour terminer, nous ne pourrons jamais, mais jamais nous accomplir collectivement tant que nos élus seront soumis à la supervision et à la gouvernance d'une autre nation. Il y a un gouvernement de trop. Si nous y étions vraiment maîtres chez nous, on ne serait pas tous ici à discuter de virgules ou de changements de mots pour préciser un article de loi afin de préserver la langue officielle de notre nation. Nous croyons que les mesures annoncées dans le projet de loi 96, bien qu'appréciables, sont insuffisantes et nous réaffirmons que l'indépendance du Québec incarne une voie viable et pérenne à ce qui a trait à la protection du français sur notre territoire. On a certains groupes qui ont de la difficulté, ou en fait qui nous disent le déclin du français, c'est pas avéré, on n'a pas de démonstration, ou ça n'existe pas. Alors, comment vous réagissez à cela? Bien, le déclin est perceptible. Vraiment, chez Monsieur, Madame, tout le monde. Je veux dire, vous avez, tout le monde a vu l'enquête, le bureau d'enquête du Journal de Montréal, par exemple. Je veux dire, c'est perceptible quand on va à Montréal. Je veux dire, on se fait servir une fois sur deux en anglais. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas français. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est que si on regarde même la dernière étude de l'OQLF, je pense que c'est la quinquennale, qui est sur la culture et qui est sur les jeunes, à savoir qu'est-ce qu'ils consomment comme culture. Est-ce que c'est en français, est-ce que c'est en anglais? Il y a un schisme énorme. Je n'ai pas les chiffres, je pourrais vous les trouver là, le temps que quelqu'un d'autre discute, mais il y a un schisme énorme. Il y a un désintérêt déjà en partant. Donc, qu'on dise que le français ne recule pas, c'est plutôt ça qui est un mythe. Une politique efficace se base sur les recherches scientifiques, pas sur les anecdotes. C'est bien t'entendre, là, les anecdotes peuvent être très utiles pour expliquer les résultats d'une recherche, mais on a chacun notre histoire personnelle et des amis qu'on a, puis des situations qu'on a vues. Baser une politique publique là-dessus est moins utile. Actuellement, ce qu'on a prévu, c'est que les indicateurs allaient être développés avec l'approbation du commissaire à la langue. Donc, ça allait être l'OQLF qui allait mener la recherche, mais que ça allait être conjointement décidé avec le commissaire à la langue. Donc, vous nous invitez à envoyer ça au commissaire à la langue. Vous entendre, parce que vous dites, dans les dossiers linguistiques, le fait que ça relève de l'OQLF, bien, l'administration, le politique et le cabinet peuvent s'en mêler. Des études de l'OQLF qui ont été cachées pendant des années et des années, c'est ma collègue, la ministre de la Culture actuelle, qui a rendu public ces études-là. Est-ce que vous avez une expérience, vous avez travaillé à l'OQLF à l'époque, pouvez-vous nous en parler? C'est pas les indicateurs comme tels, c'est pas des résultats comme tels, c'est l'interprétation des résultats. Et la tendance, souvent, c'était quand on a vu et préparé un rapport, que soit regardé et si les résultats n'étaient pas aussi positifs qu'on aurait voulu, est-ce que vous avez analysé ceci? Allez chercher un échantillonnage de ça. C'est de cette manière-là qu'ils essayaient de tirer des études les résultats voulus. Ce qu'on fait avec le projet de loi, c'est que pour les travailleurs étrangers temporaires, on met une limite de 3 ans et par la suite, ils doivent intégrer le réseau francophone. Vous nous invitez à retirer cette disposition-là puis à dire tous les temporaires, les enfants doivent aller à l'école en français. Oui. Mais c'est l'esprit de la charte originale.
pour la plupart des temporaires dans le projet de loi 96, ils ne pourraient pas renouveler après 3 ans. Ça, on a remarqué, sauf que si un enfant s'inscrit à partir de 2e année primaire, forcément, il va avoir fait la majeure partie de son primaire au Québec. Et dès que ses parents deviennent citoyens, ou l'enfant, normalement, ils deviennent ayant droit. Et il va pouvoir envoyer toute sa progéniture dans les écoles anglaises. Est-ce que c'est normal qu'on a des nouveaux Québécois qui arrivent, ou en fait des immigrants qui arrivent, puis ils s'en vont... c'est des francophones, mais ils préfèrent envoyer leurs enfants à Montréal dans une école en anglais pour apprendre l'anglais. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on développe la culture, et puis vous savez comment c'est difficile en ce moment par rapport à notre positionnement en Amérique du Nord. Donc, ça développe toute une nouvelle perspective où ces personnes-là s'en vont directement dans la culture anglophone. Le gouvernement fédéral se sert beaucoup de ce qu'on appelle première langue officielle parlée, le fameux PLOP. Et il y a des chercheurs qui tentent de nous dire que le français n'est pas en déclin, qui utilisent cette donnée-là pour dire, mais non, en fait, c'est pas un variable. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. La population francophone au Québec est en diminution et ils veulent quand même justifier des services en français au Canada anglais. Et ils gonflent dans un sens avec cet indicateur-là. Tant mieux pour nos collègues ou nos compatriotes francophones au Québec, mais ça veut dire qu'ils incluent plusieurs différentes réponses à différentes questions dans un même, pour créer un indicateur composite. Faire de la recherche, vous le savez, hein, faire de la recherche, ça veut dire connaître les outils de recherche, connaître les indicateurs. Pourquoi vous pensez que ça reste encore à l'OQLF, en plus d'étendre les pouvoirs à plein de choses pour l'opérationnalisation des mesures du PL 96, mais la recherche, c'est comme un autre volet. Pour garantir la pérennité, la vitalité de la langue française, il ne faut pas que ça reste au sein d'un parti politique. Il faut dépasser tout ça. On proposait un conseil d'administration. Il n'y a pas de conseil d'administration à l'OQLF. Quelque chose qui rend plus de transparence, d'imputabilité, qui sépare un peu du gouvernement. Avez-vous une opinion là-dessus? Je pense que la société serait d'accord que tout ce qu'on peut faire pour rendre les fonctions de l'Office le plus indépendant possible. Nous proposons qu'il y ait 3 cours suivis en français. Là, je pense à l'interaction fort intéressante dans votre mémoire langue et culture. Alors, la langue, ce n'est pas que fonctionnel, c'est la culture aussi. Et si les cégepiens qui fréquentent les collèges anglophones pouvaient suivre des cours en français d'histoire du Québec, sociologie, etc., dans ce qu'on appelle les humanités, est-ce que vous avez une opinion sur le fait de suivre 3 cours en français, toutes langues confondues, anglophone, allophone, francophone, et aussi de faire des stages d'immersion dans des milieux francophones? Moi, j'aurais envie de répondre par, peut-être que le gouvernement pourrait aussi changer d'idée, parce que ça fait quand même, la semaine dernière, on a la 2e semaine, on entend quand même de plus en plus de gens qui disent que ce serait peut-être la solution pour garantir la pérennité de notre langue française, justement, d'étendre les dispositions de la loi 101 au cégep. Excusez-moi, mais ma question n'est pas celle-là. Ma question, c'est donner des cours en français. Oui, je comprends, mais c'était juste par rapport à... Parce que vous dites, puisqu'il l'a déjà décidé, peut-être que ça peut changer. Mais moi, des cours en français pour quiconque, moi, personnellement, nous, on ne s'est pas prononcé sur ça à la société. Mais je dirais, moi, je ne suis pas contre. Mais par contre, quelqu'un qui a déjà tous ses acquis en français, reprendre d'autres cours en français, je ne sais pas. Je voudrais... J'ajouterais juste que je trouve que c'est curieux jusqu'à quel point on veut mettre plus de français dans les établissements anglophones quand des établissements francophones suffiraient à la tâche. C'est votre point de vue. Je vais passer. En quoi l'existence de services de santé à la communauté anglophone vient angliciser le Québec?
Bien, en fait, c'est juste qu'il faudrait juste pas que les droits, en fait, des services de santé vous parlez des droits de santé, là? Oui, Okay? Ben, les deuxième, troisième paragraphe. Oui, c'est ça. En fait, tout simplement dire le droit des services de santé en anglais ne doit pas juste être un prétexte, en fait, pour angliciser le milieu de travail pour tout le personnel de la santé et le personnel de soutien. C'était tout simplement pour vous dire qu'il y a comme une espèce de confusion avec, on sait que le renforcement des exemplarités, les conformités, là, c'est des aspects positifs pour la langue de la santé, mais si c'est appelé à interagir avec la loi des services de santé et des services sociaux qui prévoit le droit à des services en anglais, je veux dire, comment ça va se faire? Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on souhaite que tout le monde puisse recevoir des services en français sans qu'il ait à le demander. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Ce qui existe actuellement, est-ce que vous considérez que ça doit changer? Bien évidemment. Dans quel sens? Bien, on parle des soins de santé, le service. Oui, le fait qu'il y a au Québec un secteur de la santé qui est garanti dans certaines conditions à la communauté anglophone. Est-ce que ça, actuellement, vous considérez que ça doit changer? Et si oui, dans quel sens? Écoutez, ce qui doit changer, c'est la façon de faire. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est à vous de nous trouver les solutions. Comment faire pour faire que la coexistence va bien se faire? Elle se fait bien? Vous ne trouvez pas qu'elle se fait bien actuellement? Ben non. Dans quel sens? Pas en ce moment. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent encore se faire servir en anglais. Je veux dire, c'est pas normal au Québec. On ne va pas rentrer dans les petites anecdotes, mais je veux dire, c'est pas normal. Ben, justement, c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est de clarifier vraiment l'application des nouvelles dispositions afin de garantir les services de soins de santé en français sans quiconque ait à le demander. Pour qu'on puisse créer un tel organisme et qu'on puisse contrôler nos ondes sur notre territoire. Pour contrôler nos ondes, premièrement, ça va passer par l'indépendance. Je veux dire, être maître de toutes nos lois. Et après, ça devient aussi international, là, se disputer les ondes. Donc, j'ai pas la solution, mais si quelqu'un ici a une solution, la culture anglophone qui nous entoure, elle est merveilleuse, mais c'est juste pas la nôtre. Puis les jeunes, de plus en plus, vont s'y intéresser. Je veux dire, tout est là. Je veux dire, les chiffres aussi, les données sont là. Il y a les Netflix de ce monde, tout est là, c'est tellement facile sur le bout du téléphone. Et je doute. C'est une vénérable institution qui est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Parlons d'immigration. Je me souviens qu'en 2018, le premier ministre, en campagne électorale, avait dit cette phrase choc suivante. Il craignait que nos petits-enfants ne parlent pas français. Mais le gouvernement entend ce message-là et a décidé de ne pas bouger sur l'immigration de façon notable. Il vaut mieux contrôler à l'arrivée. Et le Québec a le droit de faire le choix politique d'accepter une immigration francophone. Oui, permanent. Mais temporaire, il n'y a pas d'exigence linguistique. Nous, on le demande, en tout cas. Toute immigration devrait se faire en français au Québec. C'est un choix. Si on ne fait pas ce choix-là, on n'assure pas l'avenir du français, selon moi. On choisit une érosion. Le constat général, c'est l'unilinguisme qui a été annoncé. On se retrouve plutôt avec un bilinguisme de fait. Notre propre étude au niveau du SFPQ a également révélé que les ministères n'avaient soit pas de politique, soit qu'elle n'était pas appliquée, et même que les employés n'étaient pas ou peu au courant du fait français et de la pratique qui devait être instaurée à travers chaque ministère et organisme. Trop souvent, la connaissance de l'anglais est nécessaire pour obtenir une promotion pour nos membres, ça devient un frein à ces gens-là. Alors que dans les faits, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance de l'anglais à un tel niveau. Dans l'enquête du SFPQ, 18 % des gens questionnés ont répondu que des promotions liées à leur emploi étaient réservées aux personnes bilingues, alors que l'intention ne devait pas y être. Le SFPQ recommande d'adopter les dispositions du projet de loi pour jeter les bases de l'utilisation exclusive du français dans l'administration. Le SFPQ est également favorable à certaines exceptions légitimes à l'unilinguisme français de l'État, entre autres pour les Autochtones, en établissant au sein de l'État un service d'interprétariat pour les langues autochtones dans les services publics de l'administration, pour les ayants droit à l'enseignement en anglais, pour les nouvelles personnes arrivantes, en allongeant le sursis prévu à 2 ans plutôt que 6 mois, et en établissant au sein de l'État un service d'interprétariat de plusieurs langues pour faciliter leur accès aux services publics
et leur intégration dans la société québécoise. Le projet de loi 96 prévoit toutefois de créer un autre statut d'ayant droit pour une multitude de personnes qui ne font pas partie des ayants droit à l'enseignement en anglais, communauté historique anglophone, des peuples autochtones ou des nouveaux arrivants, et qui pourraient réclamer des services gouvernementaux en anglais toute leur vie, avec tous les organismes publics avec lesquels ils ont déjà correspondu en anglais. Et autrement dit, pour une personne établie au Québec depuis 10 ans, elle pourrait avoir communiqué en anglais avec un maximum de ministères et d'organismes publics, et ça lui donnerait le droit à un laissez-passer pour une vaste palette de services gouvernementaux en anglais, aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Cette clause d'antériorité viendrait donc, dans les faits et pour l'essentiel, cimenter le bilinguisme de l'État québécois pour des décennies. Le recours aux services gouvernementaux en anglais est une pratique très répandue au Québec. À titre comparatif, selon les dernières statistiques, 7,5 de la population du Québec avait l'anglais comme langue maternelle, tandis que 10,4 des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire est admissible à l'enseignement en anglais. En réponse à notre demande d'accès pour connaître les conséquences possibles de 22.2, Retraite Québec nous a indiqué que la proportion des citoyens qui ont l'anglais comme langue de correspondance est de 15,4 à la RAMQ, 30,2 Prenons l'exemple d'une personne qui arrive, régie de l'assurance maladie du Québec, elle a communiqué en anglais, elle a un droit. Plus tard, elle arrive à sa pension, mais la Régie des rentes n'a jamais communiqué avec elle, donc elle serait due pour être servie en français dans cet autre ministère. Pour nous, c'est incompatible. Ce qui ressort beaucoup de ça, c'est que, bon, la politique linguistique, elle n'est pas connue, elle n'est pas appliquée, les employés de l'État ne sont pas au courant, les gestionnaires ne font pas de suivi par rapport à ça. L'État est le plus gros employeur au Québec. Nous devons d'être exemplaires. Nous sommes même la porte d'entrée pour toute personne qui arrive de l'extérieur aussi. Vous nous dites, pour les nouveaux arrivants, actuellement, ce qu'on a prévu dans le projet de loi, pour l'accueil, c'est une période transitoire de 6 mois où l'État pourrait accueillir dans une autre langue que le français. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire en anglais, ça veut dire, ça peut être en mandarin, ça peut être en portugais. Mais tout le monde nous dit, assurez-vous dès le départ de bien intégrer en français les personnes immigrantes. Alors, le fait d'étendre de 6 mois à 2 ans, comme vous le proposez, c'est pas un peu contradictoire sur l'intégration? Ces gens-là n'ont probablement jamais suivi de cours de francisation. Ils sont arrivés, se sont fait offrir des services en anglais, malheureusement, et ça a perduré à travers le temps. Donc, ces gens-là n'ont pas eu besoin d'aller plus loin, peut-être, dans leur apprentissage du français. Alors, ce qu'on demande, justement, c'est d'avoir un accompagnement pour ces gens-là avec des cours de francisation durant ces 3 années-là. D'avoir droit également aussi, peut-être, à, comme on disait tantôt, un groupe, mettons, ou un service d'interprétariat, si jamais c'est une autre langue que l'anglais qui est leur langue maternelle, pour les aider à naviguer à travers tous ces services publics-là. Parce qu'on comprend que différents ministères, différents services, avec différents intervenants, c'est plus difficile parfois. Le service d'interprétation, est-ce que c'est trop ambitieux de se dire qu'on va réussir à parler dans la langue de ce nouvel arrivant dans la plupart des cas ou dans la majorité des cas? Est-ce que ça ne serait pas une avancée de plus? Nous, on pense que oui, c'est quelque chose de super intéressant, puis qui est vraiment une plus-value pour l'ensemble de la société québécoise. Déjà, au lieu que les gens se tournent vers l'anglais en arrivant, parce que c'est une langue qui est souvent plus facile à apprendre pour un nouvel arrivant qui ne maîtrise ni le français ni l'anglais, bien, à ce moment-là, avec un service d'interprétariat, elle aurait un service dans sa langue. De plus, retombée également positive, c'est qu'on vient offrir un emploi à des gens qui ont la maîtrise de cette langue-là, qui vont souvent faire partie de ces communautés, et qui vont pouvoir aider leurs concitoyens. On va pouvoir les intégrer à travers la fonction publique québécoise également, où elles pourront par la suite avoir des promotions, avoir un changement, puis elles pourront découvrir l'administration publique, qui est souvent fait défaut dans l'administration publique. On a peu de gens de différents... Vous parlez d'un gars qui, réalistement, sans investir la moitié de notre budget là-dessus, on est capable, avec le monde qu'on a puis le monde qu'on aurait, est-ce qu'on est capable d'aller vers là? Oui. Les jeunes d'aujourd'hui maîtrisent 2 langues, 3 langues assez facilement. On est capable, pour la jeune génération, je pense, qui parlent une autre langue à la maison et qui parlent le français à l'école ou qui sont développés en français, on est capable facilement de mettre ça en place avec quelques dizaines de personnes. Et l'accès à la francisation, tout repose là-dessus. En ce moment, ça prend 3 mois pour avoir accès à la francisation à Montérégie. C'est un exemple. Le gouvernement doit se doter ou se redoter de services de francisation dignes de ce nom, à travers l'ensemble des régions du Québec également aussi. Pas juste à Montréal, pas juste à Québec. L'intégration des nouveaux arrivants doit se faire à la grandeur de la province. Qui va enseigner? Il y a une pénurie d'enseignants. Elle est déjà documentée, la pénurie d'enseignants de français langue seconde. J'ai vraiment un vertige. Partout en région,
Et quand on dit 3 mois d'attente, 90 jours, 3 mois d'attente en Montérégie, mais où est-ce que le ministre va trouver tous ces enseignants-là de français? Et va falloir les payer, il va falloir qu'ils soient partout. Je vous dis, c'est la base même de la survie du français au Québec, là. C'est l'enseignement du français. Comment est-ce qu'on a un côté numérique qui va être développé sur le territoire québécois, les nouvelles technologies. La pandémie aura peut-être eu ça de bon, qu'elle va pouvoir avoir permis de développer cette intelligence et nous permettre d'avoir peut-être un enseignement à distance aussi pour certaines personnes. Pour bien comprendre, quand vous parlez de 22 et une communauté historique des ayants droit pour les services en anglais, proposez-vous que la personne arrive à l'hôpital quelconque avec son certificat d'éligibilité à l'accès à l'école anglaise avant d'être servi à l'urgence? Est-ce qu'on écarte la réalité? Vous parlez louablement des communautés autochtones. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a plein de communautés autochtones où le monde est plus à l'aise en anglais qu'en français. Est-ce que c'est des ayants droit? Est-ce que la personne ici depuis 40 ans qui parle anglais à la maison doit montrer son accès à l'école anglaise avant de se prévaloir des services? Comment ça fonctionnerait tout ça? Notre syndicat représente les services publics. On n'est pas dans le domaine de la santé ni dans le domaine de l'éducation. Sur les modalités d'application dans ces services-là, dans les services publics, au niveau de la santé et de l'éducation, je ne pourrais pas vous dire comment ou c'est quoi la meilleure pratique qui serait à mettre en place. Pour nous, au niveau des services publics, les gens, d'habitude, quand ils nous appellent, ils ont déjà un dossier d'ouvert dans le ministère ou l'organisme. Donc, c'est plus facile de voir avec un statut qui serait indiqué au dossier si la personne est un ayant droit. Des citoyens qui ont déjà eu un service en anglais, là, c'est une brèche que vous indiquez dans votre mémoire, pourraient continuer à en avoir parce qu'une fois, ils ont eu recours à un service de l'État en anglais. C'est quand même incroyable, là. Quelqu'un, par exemple, qui se définit comme anglophone, à tort, mais donc il se considère comme un anglophone. Une fois, il aurait eu un service, puis il s'est inscrit à quelque part, qui peut continuer de recevoir des services en anglais du gouvernement du Québec. C'est bien ça? Et une des choses qui est difficile également, c'est d'établir quel service il a reçu en anglais. Parce que l'État ne garde pas nécessairement, après des années, les documentations, les lettres qui sont envoyées. Donc là encore, on aurait même de la difficulté à identifier nous-mêmes ceux qui ont déjà reçu une correspondance en anglais. Bill 96 proposes the most extensive overhaul of Quebec's legal order since the Quiet Revolution. It would fundamentally alter the structure of the state. It proposes to upend 40 years of human rights protections. It seeks to fundamentally transform how Quebec is governed. It would have a significant impact on the relationship between Canada and Quebec, the lives of all Quebecers, and the type of society we wish to build together. Rassembler les Québécois afin d'identifier les défis, d'établir une distinction entre les mythes et la réalité, et, ce qui est le plus important, d'établir un consensus quant à la meilleure voie d'avenir. Given recent government immigration policies, Law 21, and this bill, the picture that emerges is that Quebec Nation does not include everyone who lives in Quebec. Nous demandons instamment au gouvernement de soumettre à la Cour d'appel du Québec une question de renvoi sur la constitutionnalité et sur la signification de cette modification. Le projet de loi 96 constitue la dérogation la plus importante des chartes des droits de la personne de l'histoire du Québec et du Canada. Les chartes des droits protègent les personnes contre les abus de l'État. Toutefois, avec la loi 21 et le projet de loi 96, le gouvernement est en train de créer un Québec où la charte ne s'applique pas. Si l'on viole des droits qui seraient autrement protégés, les tribunaux ne pourront pas se pencher sur ces violations, ni, le cas échéant, remédier à la situation au titre des chartes canadiennes ou québécoises. Pourquoi la protection de la langue française nécessite-t-elle la suspension sans réserve des droits de la personne?
Bill 96 attempts to limit services in English to citizens eligible to attend English schools. This apparently is the government's attempt to identify a historic Anglophone community. Unfortunately, eligibility to attend school in English is not in any way linked to the language of the student or the parent. Rather, it is linked to the language of instruction received by the parents. Ce concept révoque le droit à l'accès à des services en anglais pour environ 300 000 à 500 000 Québécois d'expression anglaise. Le projet de loi 96 ne reflète pas le Québec moderne inclusif que les membres de notre communauté ont contribué à bâtir. Ce que je reproche au projet de loi 96, c'est la façon d'y arriver. Une façon coercitive, une façon négative, qui divise. La nation québécoise, elle est plurielle. Elle inclut l'ensemble des Québécois et des Québécoises au Québec. That bill is for inclusion, to include every Québécois who are in Quebec. That everybody is part of the society. And I want to say to the English-speaking community again, nothing changed for the services, for the health services, for the institution, the English institution, for school, for higher education. Il y a eu les consultations également que vous avez tenues et on peut qualifier certains propos d'individus qui ont participé à vos consultations, qu'on pourrait qualifier ça de dérapage. Quand on parle de Gestapo en lien avec le projet de loi, quand on dit que l'affirmation du français causera des décès, des morts, comme M. Chambers l'a dit, je trouve que, malheureusement, ce sont des propos exagérés. Et plutôt que de travailler ensemble à construire un consensus qui va faire en sorte de permettre de renforcer le français dans le respect des droits de la communauté anglophone, on se retrouve dans une situation où, manifestement, on attise certaines difficultés qui n'ont pas lieu d'être. Heureuse, au nom, et là je parle au nom de toute la communauté d'expression anglaise au Québec, de vous entendre dire formellement que tous les Québécois, peu importe leurs origines, peu importe leur langue maternelle, font partie de la nation québécoise. Heureuse, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça depuis que le premier ministre René Lévesque l'a déclaré, que tout le monde qui était au Québec faisait partie de la nation québécoise. Depuis ce temps-là, je ne l'ai pas entendu. Alors, je vous remercie infiniment. Deuxièmement, les affirmations que vous venez de faire au sujet de notre mémoire, en citant certaines pages, ne sont pas exactes. Nulle part, surtout pas les pages que vous avez citées, dites le QCGN que l'affirmation du français met en péril les droits de la minorité linguistique anglophone. Nulle part. On dit que le projet de loi, dans plusieurs de ses aspects, mettent en péril ou pourront mettre en péril. Et je vous donne un exemple très simple au niveau de la santé et la sécurité sociale. Nulle part dans 96 est édicté que l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux prime sur le projet de loi 96. Et dans le projet de loi 96, on indique que seulement les personnes ayant le certificat d'éligibilité à l'instruction en anglais pourront avoir la communication écrite du gouvernement. Le projet de loi 96 indique que le projet de loi 96 prime sur les lois postérieures. Donc, ce qui signifie que la loi sur la santé et les services sociaux, notamment l'article 15 que vous avez dicté, est antérieure et donc il n'y a rien qui change à ce niveau-là relativement aux soins de santé. Et ça, je l'ai dit dès le départ et c'est important de le souligner. Alors, je crois qu'il faut dire les choses comme elles le sont. Pour les membres de la communauté anglophone du Québec, il n'y a absolument rien qui change et je l'ai dit au moment où j'ai déposé le projet de loi.
Est-ce que vous reconnaissez en tant qu'organisation le déclin du français au Québec? L'Office souligne que si on utilise le terme ou la mesure francophone, langue maternelle, oui, il y a un déclin. Il y a un déclin du nombre de francophones dont la langue maternelle est le français. Et je dois avouer que la situation, selon les démographes, est la même pour la communauté d'expression anglaise. Il y a un déclin du nombre d'anglophones dont la langue maternelle est l'anglais. Si on parle sur l'usage du français, selon l'Office, il y a eu une augmentation. Et si on regarde, je ne peux pas parler au niveau des anglophones, mais il y a une augmentation de la pourcentage des gens qui parlent, qui utilisent le français au Québec. Donc, moi, ma question à vous, c'est quelle de ces deux mesures est-ce que la loi 96 veut s'attaquer? Nous croyons, le QCGN et notre communauté d'expression anglaise, croyons au fond de notre cœur qu'on a un devoir de promouvoir et de protéger et de défendre le français comme langue officielle et langue commune au Québec. Dans les 624 pages de votre mémoire, quelle est la différence entre votre opinion et ceux que vous collectez à l'intérieur de votre rapport? Est-ce que vous acceptez d'emblée les conclusions de tous les groupes quand vous soumettez ce rapport-là? L'opinion du QCGN est énoncée dans notre mémoire. Les annexes sont les présentations que le QCGN a reçues lors de nos consultations communautaires publiques parallèles à celle à laquelle on participe aujourd'hui. Et compte tenu que beaucoup de ces personnes, sinon toutes ces personnes et organismes, n'ont pas eu la chance de présenter leur point de vue devant cette commission, on a promis de le mettre en annexe pour que votre commission parlementaire puisse en prendre connaissance. Ma question, est-ce que le QCGN est d'accord avec la loi 101? Oui, le QCGN est en accord avec la loi 101 dans le sens qu'on pense que ça a eu des effets positifs. Si on ajoutait une précision qui viendrait baliser le pouvoir d'enquête de l'OQLF, est-ce que, selon vous, cette problématique du pouvoir d'enquête que vous soulevez dans votre mémoire serait toujours aussi problématique? On ne peut pas répondre sans voir l'amendement. Mais, Madame David, ce projet de loi doit soit être retiré complètement et le gouvernement doit mener une consultation auprès de tous les Québécois dans tous les secteurs d'activité. Et deuxièmement, sur l'utilisation de la clause dérogatoire et l'amendement constitutionnel unilatéral, on vous prie, convaincre le gouvernement de faire le renvoi, de retirer ce projet de loi et de faire un renvoi à la Cour d'appel du Québec pour justement avoir la clarté sur toutes ces questions où on n'a même pas consensus chez la communauté juridique, les experts constitutionnels. Il n'y a même pas une unanimité là-dessus. Si le ministre est tellement clair de sa loi, pourquoi est-ce qu'il a inclus la clause dérogatoire sur les deux chartes de façon préventive? C'est à lui de nous expliquer cela. Dans un premier temps, reconnaître vos efforts pour offrir l'opportunité à la communauté d'expression anglaise au Québec de contribuer pleinement à ces audiences. Vous l'avez mentionné vous-même que seulement 4 groupes ont été choisis par le côté ministériel pour participer. Alors, c'est un exercice tout à fait légitime et nécessaire. Je vous invite à élaborer sur ce consensus actuel sur l'accès aux services de santé et services sociaux en anglais. On demande que le gouvernement inclue une clause d'exclusion explicite pour ce droit d'accès aux services de santé et des services sociaux en anglais dans le projet de loi 96 lui-même.
Je me demande si vous aurez quelque chose à nous dire sur le rôle de la communauté d'expression anglaise dans le rayonnement de notre langue commune. Merci beaucoup pour la question. Nous allons répondre par écrit à votre question. Vous êtes contre l'utilisation de cette clause, peu importe que ce soit pour l'ensemble ou pour quelques articles? La clause dérogatoire devrait être utilisée à la limite une fois que le judiciaire, qui est le troisième pilier de notre système légal juridique au Québec, pour faire le jugement si une clause d'une loi déroge à un droit fondamental et si c'est le cas échéant, recommande ou édicte c'est quoi la solution, c'est quoi le remède. C'est très clair dans toute société démocratique et libérale, petit L bien sûr, que effectivement le judiciaire a un rôle fondamental à jouer avec la législature et que le judiciaire est là pour protéger les droits en lien avec ce que la législature fait. C'est Politics 101, vous le savez très bien, et c'est très clair que dans ce projet de loi, on est en train d'éliminer le rôle des juges de protéger les Québécois et les Québécoises. Est-ce que vous considérez que l'anglais est en déclin au Québec? Non, on n'a jamais prétendu. Ce qu'on prétend, et sinon, ce qu'on prétend, c'est que la vitalité de la communauté d'expression anglaise au Québec est en danger, est en péril, et que nous sommes vulnérables. Donc l'anglais n'est pas menacé au Québec, c'est ce que vous m'avez dit, non? Mais avec 96, ça pourrait l'être. Vraiment? Bon, on avance, ou pas. Vous avez conduit un sondage auprès de vos membres à savoir s'ils étaient en accord avec le fait d'inclure que le Québec est une nation dans la partie québécoise de la Constitution canadienne. Vos membres ont répondu à près de 60 % non. Donc, vous portez ce mandat-là. Je vous avoue que ça va être difficile d'avoir un consensus là-dessus. Nous-mêmes, on n'est pas tout à fait en accord avec le ministre, pas pour les mêmes raisons que vous. On considère que ça ne va pas assez loin. Souvent, on prend à témoin René Lévesque. C'est toujours intéressant de le placer dans une conversation en disant « René Lévesque a fait ci et ça ». Quand René Lévesque et Camille Lorrain, en 1977, ont fait adopter la loi 101, il a fallu beaucoup de courage. Il y a eu de l'opposition de la communauté anglophone, d'organisations antérieures à la vôtre, qui ont tout fait pour pas que ça arrive. Et les accusations qu'on a retrouvées au cours des dernières semaines, ils les ont vécues à l'époque. Alors, je ne sais pas sur quelle base on va trouver un consensus, mais moi, je considère que le français est menacé au Québec. Et si on est sérieux dans ce qu'on entreprend, on prend des mesures pour aller de l'avant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va vous satisfaire. Vous demandez de retirer un projet de loi. Moi, j'aimerais le bonifier parce qu'il ne va pas assez loin. Soyons clairs. Il n'y a rien de mesure supplémentaire de la langue qui va vous satisfaire. Sinon des mesures cosmétiques. Est-ce que je peux répondre? Le sondage dont vous parlez, je n'ai aucune connaissance. Personne à QCGN sait de quoi vous parlez quand vous dites que nous avons fait un sondage. C'est Internet. I did find the survey on the QCGN website. This was a survey conducted by Léger on behalf of QCGN. I believe the PQ member is referencing this question, where Quebec francophones and Quebec non-francophones were asked whether they agreed or disagreed that Quebec should be recognized as a nation. It is true that 59.8% of non-francophones living in Quebec who answered this survey disagreed. However, being a non-francophone living in Quebec does not necessarily mean that you are a QCGN member, which is what the PQ deputy insinuated when he asked his question. Réclame depuis de nombreuses années le renforcement de la Charte de la langue française et fait état de l'urgence de lui joindre une politique de développement culturel qui en serait le prolongement tout naturel. Malheureusement, la loi 101 n'a pas mis fin à la dynamique d'anglicisation du Québec. On doit d'ailleurs déplorer une baisse historique sans précédent de la proportion de personnes ayant le français comme langue maternelle, et les projections pour 2036 sont encore plus sombres. Nous faisons le constat
que la période charnière où les Québécois choisissent leur univers linguistique pour étudier, travailler et vivre est celle passée dans le réseau collégial. Près de 3/4 des enfants de la loi 101 ayant reçu une formation collégiale en anglais projettent de travailler en anglais et seulement 8 d'entre eux s'attendent à travailler en français. Bien que ces allophones aient reçu une formation en français au primaire et au secondaire, c'est la formation collégiale qui les oriente vers l'univers linguistique de leur milieu de travail. Ce constat accrédite la thèse selon laquelle on ne s'inscrit pas dans un cégep anglophone pour apprendre l'anglais, mais plutôt pour intégrer le monde anglo-saxon nord-américain. Nous demandons donc de limiter l'accès aux cégeps anglophones aux ayants droit, comme c'est le cas pour l'accès aux institutions d'enseignement primaire et secondaire. Notons d'ailleurs que cette mesure reçoit l'appui de plus de 58% des Québécois, selon un sondage du printemps dernier. You can find additional information regarding this survey in the video digest from day 2. Car les Québécois financent le réseau collégial anglophone à hauteur de 19% et le réseau univers anglophone à hauteur de 22%. C'est plus de 2 fois et demi leur représentation démographique. Évidemment, le réseau anglais n'est pas fréquenté que par des anglophones et des allophones. Cependant, il est financé dans une proportion équivalente au poids démographique de ces deux communautés. De la part d'un État qui souhaite intégrer les allophones au Québec français, cette statistique est troublante et contradictoire. C'est comme si le gouvernement incitait les allophones à rejoindre le réseau anglophone dès le collégial, tout en leur demandant d'intégrer le Québec français. Quelle est l'importance pour la nation québécoise de ce volet-là de convergence culturelle et quelle forme ça doit prendre? Nous proposons d'élaborer une politique de développement culturel qui viendrait mettre de l'avant le lien étroit entre la culture et la langue. Cette politique pourrait s'attaquer aux carences linguistiques du système d'éducation, de l'économie, de la politique d'immigration, développer une politique de développement, une stratégie de développement numérique. Et cette politique de développement culturel en éducation pourrait toucher, par exemple, l'adoption d'un corpus commun de grandes œuvres de la littérature québécoise dans les écoles primaires et secondaires, comme l'a judicieusement proposé la Commission de la relève de la CAQ. Et en immigration, ça voudrait dire, en plus des cours de translation, une politique de développement culturel pourrait vouloir dire aussi des cours d'histoire, des cours d'intégration à la culture québécoise, donc bonifier en fait la francisation par la culture et l'histoire. La recherche scientifique québécoise en français dans une recherche scientifique anglophone dominante partout sur la planète. Il faut une action concertée avec les autres gouvernements francophones. Ça pourrait être un bel objet de politique de la part de l'Agence universitaire de la francophonie. Que la littérature et la culture scientifique à l'heure actuelle ont une approche très anglo-saxonne qui n'est pas nécessairement bien comprise dans d'autres cultures ou d'autres langues. Donc, que les nouveaux arrivants viennent, apportent avec eux leur bagage, mais également se joignent à la majorité francophone. Est-ce que c'est ce dont vous parlez en termes de politique de développement culturel? C'est l'inverse du multiculturalisme. La convergence culturelle affirme l'existence d'un noyau culturel qui n'attend qu'à être enrichi et nourri par les diverses communautés qui communiquent, par l'entremise de leurs différences, bien sûr, mais autour d'un socle commun, d'un noyau culturel qui est celui de la majorité historique francophone, présent depuis 400 ans au Québec. À cette communauté s'ajoutent évidemment ceux qui arrivent, et puis ensemble on construit la suite. Le financement des universités va au type de cours qui sont enseignés. Alors, il n'y a pas un code de financement de génie à l'Université McGill qui est différent de l'École polytechnique et il n'y a pas ou de l'ETS ou autre. C'est le même financement
pour un programme donné, quelle que soit la langue d'enseignement. Quand vous dites que le financement est inéquitable, le financement est totalement équitable d'une université à l'autre. En médecine, un étudiant en médecine de McGill est financé de la même façon, l'université, que la médecine à l'université de Sherbrooke. Si on s'entend là-dessus, on va continuer notre discussion. Vous dites donc que ces institutions postsecondaires, et je pense à McGill et Concordia, parce que vous osez ce que d'autres n'ont pas fait, aller même au niveau universitaire, vous dites que ça devrait être définancé. Définancer pour un financement réseau, ça veut dire donc diminuer le nombre d'étudiants. Il n'y a pas d'autre façon, au poids démographique. Disons, diminuer à 8,9 % le financement des étudiants dits anglophones ayant droit d'aller à l'université anglophone et 92 ou 91,2 seraient financés comment? S'interroger sur le fait qu'ayant la population anglophone que nous avons, on peut s'interroger sur le niveau de financement. Si on va au poids démographique, ça veut dire que McGill passerait de 40 000 étudiants à 4 000 étudiants. C'est la responsabilité du gouvernement de proposer des chiffres de façon définitive, de bousculer l'écosystème tel qu'il existe, mais prenant conscience d'un problème et peut-être bien d'un surfinancement du côté anglophone, il faut regarder la situation bien en face. Et comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, c'est bien évident que l'université McGill et Concordia deviendraient, ainsi que les collèges anglophones, totalement privatisés. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, ça m'inquiète, moi, au plus haut point, qui suis une ardente défenderesse de l'accessibilité aux études supérieures. Je vais vous amener sur la recherche, puisque vous connaissez bien l'UDM. Vous connaissez évidemment très bien Robert Lacroix, ex-recteur et qui a été à la Fondation de Cyrano. Vous connaissez Pavel Hamet très, très bien. Vous connaissez l'IRIC, l'Institut de recherche en immunologie, cancérologie de l'Université de Montréal. Vous connaissez Jean-Claude Tardif, chercheur en cardiologie. Vous connaissez Jean-Lucien Rouleau, ex-doyen de la faculté de médecine et un des plus grands chercheurs en cardiologie. Vous connaissez Gilles Brassard, qui a presque reçu un prix Nobel et qui a obtenu le plus grand prix mondial jamais donné en physique, qui est le prix Wolf en 2018. Ils ont quoi en commun, tous ces gens-là? Ils sont francophones, et ils publient dans toutes les langues. Alors, ils publient évidemment en anglais, mais ils publient aussi en français. Quand je vous entends dire que la recherche devrait se faire en français et publier en français, que seraient devenues ces grandes stars mondiales qui ont fait avancer la science? Je ne comprends pas votre idée de publier uniquement en français. Si la lingua franca était espagnole, est-ce que vous auriez la même opinion? Nous n'avons jamais dit qu'il fallait publier uniquement en français, que la recherche devait se faire uniquement en français. Il y a une domination de la langue anglo-saxonne, de la langue anglaise, pardon. On le constate. On ne veut pas que les gens cessent de publier en anglais, mais on se demande ce que l'on peut faire entre francophones pour assurer une meilleure place aux Français. Ce n'est pas une interdiction de publier en anglais que l'on propose, ce serait tout à fait irréaliste. Vous appelez ça convergence culturelle. Je l'entends de plus en plus. D'autres vont appeler ça culture de convergence, la culture vers laquelle tous les Québécois vont converger. Qu'est-ce qui se passe avec l'interculturalisme? Ce n'est pas exactement la même définition? Je pense que l'utilisation des mots, écoutez, personnellement, en tout cas, l'interculturalisme me conviendrait tout aussi bien que la convergence culturelle. Je comprends. Bien que je parle et comprenne le français, ce n'est ni ma langue maternelle ni ma langue seconde. C'est une langue étrangère. Les langues des Premières Nations ont vu le jour ici, sur des terres relevant de la souveraineté autochtone. On s'est attaqué pendant longtemps à notre peuple pour avoir parlé notre langue dans vos écoles. On nous a confinés dans des réserves, dans la pauvreté, où les normes en matière de qualité de vie étaient tout autres.
Et maintenant, votre projet de loi 96 est utilisé pour empêcher nos enfants de poursuivre leur parcours scolaire jusqu'à la fin. Aujourd'hui, comme c'était le cas il y a 40 ans, les enfants des Premières Nations au Québec sont aux prises avec les barrières systémiques de la Charte de la langue française qui exige que les élèves soient instruits en français ou qu'ils obtiennent des crédits en langue française au secondaire et au collégial. La moitié des enfants des Premières Nations fréquentent une école à l'extérieur de leur communauté. L'imposition de l'application de la Charte au cheminement scolaire des enfants des Premières Nations dévalorise et marginalise les langues et cultures des Premières Nations pour renforcer l'idée selon laquelle la langue et la culture des colonisateurs sont supérieures et ont une plus grande valeur. Par conséquent, la langue se perd et les objectifs de colonisation et d'assimilation sont atteints. Vous imposez aux Premières Nations des contraintes systémiques et psychologiques destructrices. J'ai fréquenté ce pensionnat où nous nous faisions battre pour avoir parlé notre langue. Je vous demande à vous, décideurs de cette Assemblée, ne faites pas cela à notre peuple, à nos enfants. Laissez nos enfants des Premières Nations réaliser leurs rêves d'une vie meilleure. Laissez-les poursuivre leurs études au Québec afin qu'ils puissent apporter leur contribution et à leur communauté et au Québec. Je vous remercie et je prie le Créateur afin qu'il vous aide à agir dans l'intérêt de nos enfants. C'est de nos droits dont on parle et c'est notre survie culturelle qui est en jeu. La suprématie d'une nation sur les autres ne fait pas partie des valeurs mises de l'avant par les chefs de la PNQL. Pour eux, une grande nation, digne et fière, se définit d'abord par le respect des autres. On a le droit d'être en désaccord, on n'a pas le droit de contraindre, d'imposer, de se placer au-dessus des autres. Aujourd'hui, en matière linguistique, hier ou demain sur les enjeux territoriaux, toujours de façon unilatérale, en s'attribuant une autorité que les Premières Nations, en tout respect, n'ont jamais reconnue et ne sont pas prêts à reconnaître, parce qu'elle est, selon nous, sans autre fondement que des lois coloniales et caduques. D'accord avec vous sur le fait que chaque nation devrait avoir la possibilité de protéger sa langue. Vous faisiez référence, M. Martin, tout à l'heure, aux langues ancestrales, le droit de pouvoir maîtriser, apprendre sa langue. Et je pense que c'est fondamental de valoriser toutes les langues, notamment les langues autochtones, parce que c'est ce qui fait en sorte qui amène la vitalité des différentes nations. Et globalement, à chaque fois qu'une langue s'éteint, à chaque fois qu'une langue disparaît, ou à chaque fois que le nombre de locuteurs de la langue diminue, c'est déplorable et c'est dramatique parce que c'est ce qui fait, et là-dessus je suis d'accord avec vous, c'est ce qui fait l'âme d'une nation, l'identité d'un peuple. Alors il faut avoir des mesures pour favoriser la vivacité de ces différentes langues. Donc, plus précisément, je comprends que votre souhait est de faire en sorte notamment que les enfants, vos enfants de vos différentes nations, puissent apprendre leur langue de leur communauté, puissent la maîtriser. Essentiellement, c'est le souhait qui est tout à fait légitime de faire en sorte d'obtenir cette connaissance et le fait que les différentes nations puissent utiliser leur langue. Est-ce que je me trompe? Je pense que oui. La langue, ça ne vit pas dans un vacuum. Il y a des communautés, des cultures, des valeurs qui sont attachées à ces langues. Et pour nous, on se trouve dans une situation où on ne peut pas retourner ailleurs pour aller chercher une langue qui est perdue. Le projet de loi que j'ai déposé, le projet de loi 96, c'est le statu quo par rapport à la situation actuelle. Et tous les droits rattachés aux nations autochtones sont garantis. Et même à l'époque, c'est la loi 101 a fait en sorte de venir inscrire, c'était le premier État au Canada à venir reconnaître le statut particulier des nations autochtones.
On a fait face à la situation de nos étudiants qui quittaient l'école parce qu'ils ne pouvaient pas terminer leur scolarité. Ils ne pouvaient pas aller à l'université au Québec parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir leur crédit ici. Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse ça. On propose des solutions, des options où il serait possible pour le gouvernement de permettre à nos étudiants d'obtenir leur crédit, un programme en langue Mi'kmaq. Enfin, les solutions sont dans le document pour que ces jeunes puissent aller de l'avant. Vous mentionnez maintenant où le Québec est dans une situation difficile par rapport à l'Amérique du Nord. Vous devriez être beaucoup plus compréhensif quant à notre situation. Nos langues sont très précaires, elles sont en train de disparaître. Vous pouvez protéger votre langue française. Très bien. On n'a rien contre ça, on appuie ça. On pense que c'est une bonne chose, étant donné la situation du français en Amérique du Nord. Mais il faut considérer notre situation aussi. On peut pas retourner en France, nous, si on perd notre langue. Dans le fond, ce que vous souhaitez, c'est avoir le choix pour l'ensemble des membres des Nations autochtones d'aller à l'école en anglais, au niveau des études supérieures, au secondaire, notamment. Parce que l'enjeu, il est à l'effet que dans les communautés, parfois le primaire, ça se fait dans la langue de la communauté, mais par la suite, que l'école est en français. Or, idéalement, puis vous me corrigerez si je me trompe, idéalement, ce serait d'avoir la possibilité de pouvoir étudier tout le temps dans votre langue, donc dans la langue autochtone. Quand on regarde l'enseignement primaire dans notre communauté, c'est quelque chose qui est entièrement sous notre responsabilité. Quand on va dans le système d'école publique et les jeunes veulent graduer de l'école secondaire, ils ne peuvent pas obtenir leurs résultats. 80 90 des fois, les jeunes ont beaucoup de difficultés. Il y en a beaucoup qui quittent l'école, qui abandonnent à cause de la loi. Et ça a un impact direct sur le leadership qu'on aura demain, sur le développement de nos communautés, le développement de notre culture, et pour qu'on se tienne comme peuple. Je pense qu'il y a une relation fondamentale ici qui fait défaut, et c'est aussi ça qu'on veut mettre en évidence. Le Québec plaide que le gouvernement canadien ne le consulte pas assez. Et finalement, c'est ce qu'on vous met sous la dent aujourd'hui en marge de l'étude du projet de loi 96, c'est que, bon, on est où? On se retrouve un peu devant vous aujourd'hui, un peu dans une situation un peu de compromis. On accepte les règles de vos commissions, de vos institutions, mais sachez qu'on souhaiterait vivement qu'il y ait un espace beaucoup plus approprié à la relation que vous vantez vous-même, la relation de nation à nation. Qu'est-ce que vous nous conseillez à partir de maintenant si on veut écouter vos recommandations? Est-ce qu'on a la capacité, est-ce que vous avez la capacité de créer cet espace-là qui permettrait à chaque nation de vraiment se prononcer sur l'éducation, sur le projet de loi 96 et sur une foule d'autres sujets qui minent actuellement la relation qu'on souhaite harmonieuse de part et d'autre. Je ne pense pas que ce soit une question de capacité. Je pense que c'est une question du désir et de la volonté du gouvernement. Je pense que vous avez la capacité de le faire. Il n'y a pas de doute à cet égard. C'est le désir et la volonté de travailler avec les Premières Nations pour en arriver à une solution. On insiste toujours sur le fait qu'on n'est pas un groupe de pression ici. On représente des nations, des gouvernements, avec un statut qu'ils considèrent comme étant aussi valable que le vôtre, finalement. Et ce qu'on souhaite, c'est que, d'abord, il aurait pu y avoir une consultation en amont, pour essayer de vérifier ou de valider certaines positions que le gouvernement croit savoir sur le positionnement des différentes communautés. Depuis le début des années 2000, la chute spectaculaire
du poids de la population de langue française au Québec s'accompagne d'une stabilisation inédite et même d'une progression tranquille du poids de celle de langue anglaise. En déposant le projet de loi actuel, son auteur a fixé 90 % comme cible pour la part du français dans l'assimilation des allophones. C'est parfaitement bien visé. C'est la part de l'assimilation des allophones qui doit revenir aux Français si l'on veut stabiliser le rapport de force entre le français et l'anglais au Québec. Toutefois, il est tout aussi impératif de mettre fin, en même temps, à l'anglicisation des francophones eux-mêmes, actuellement en plein essor sur l'île de Montréal. Le projet de loi 96 ne permettra d'atteindre ni l'une ni l'autre de ces cibles. Avant la loi 101, la part du français dans l'assimilation des allophones n'était ni de 0, ni de 10, ni de 20 %, comme l'ont avancé divers intervenants. Elle était, selon le recensement de 1971, de 27 %. Assez appréciable. En 2016, elle s'élevait à 55 %. Cela représente au total une hausse de 28 points de pourcentage. Dans mon livre, j'ai démontré qu'au moins 18 de ces points s'expliquent par des modifications apportées au questionnaire du recensement, d'abord en 1991, et encore en 2001, et par l'arrivée successive de cohortes d'immigrants allophones qui étaient en majorité francotropes et qui, d'ailleurs, avaient souvent adopté le français comme langue d'usage avant même d'émigrer au Québec. La loi 101 en propre n'aurait donc fait progresser la part du français dans l'assimilation des allophones que de 10 points, tout au plus. Par comparaison, il est évident que le projet de loi 96 n'offre rien de comparable aux dispositions scolaires de la loi 101 et qui permettrait de combler les 35 points qui manquent pour atteindre le 90 %. Quant à l'anglicisation des francophones, sa dernière hausse, entre 2011 et 2016, a annulé à peu près totalement le progrès durant la même période du français comme langue d'assimilation des allophones. Autrement dit, l'anglicisation des francophones compromet maintenant le rattrapage qu'opérait depuis 1971 le français sur l'anglais. J'ai démontré au cours de mes recherches que les dispositions scolaires de la loi 101 sont les seules à avoir fait progresser de façon significative le français comme langue d'assimilation des allophones. Au vu de ce mince progrès d'au plus 10 points de pourcentage et des 35 points qu'il reste à combler, et au vu de l'assimilation croissante des francophones à l'anglais, étendre la loi 101 aux études collégiales est incontournable. C'est aussi insuffisant pour renverser l'anglicisation du Québec qui est en marche depuis le début des années 2000. Autrement dit, pour donner aux Français un élan décisif dans l'assimilation des allophones et pour mettre fin réellement à l'anglicisation des francophones à Montréal et dans l'Outaouais. Le principe de précaution commande également d'étendre la loi 101 au baccalauréat. Concrétiser le statut du français comme langue commune en réinstaurant le français comme unique langue d'affichage paraît également indispensable. Vous êtes quelqu'un qui a participé au débat linguistique depuis plusieurs années. Je pense même que vous avez déjà contribué en 1974 lors en fait, 22, qui a fait de la loi de la langue française la langue officielle du Québec. Donc, on va donner ça à mes amis d'en face. Sur papier. Vous avez travaillé notamment sur les indicateurs linguistiques, les tendances et au niveau là, du transfert linguistique. Je crois que c'est vous qui avez développé cet indicateur-là pour faire en sorte qu'on assure la vitalité du français. Là.
on dit qu'il faudrait tendre vers 90 de taux de transfert linguistique. C'est exact? Oui, ça ne vient pas de moi, ça vient plutôt de Jacques-Henri Pain dans un livre publié en 1974, « L'immigration et le déséquilibre linguistique ». Et pour ce qui est de l'intérêt pour l'assimilation linguistique, je vous signale que transfert linguistique est un anglicisme. Il faudrait parler de substitution linguistique en bon français. Un transfert, c'est un shift, c'est quelque chose qui se déplace. La langue ne se déplace pas. L'anglais est très ambigu, ce qui le rend très intéressante comme langue. Mais le français est bien pire ici, comme vous le savez, comme juriste. C'est plutôt la commission Bébé qui est à l'origine de l'intérêt pour la langue parlée à la maison comme langue principale au moment du recensement. Et c'est par la suite que Statistique Canada a posé la question sur la langue d'usage à la maison pour la première fois en 1971. Et après, il suffisait de... Je ne suis pas le premier à faire l'analyse de ça. Le premier était Richard J. Joy. Pour atteindre cette substitution linguistique, je dois comprendre de vos propos que le projet de loi 96 ne nous permet pas d'aller atteindre, selon votre opinion, cette substitution linguistique. Qu'est-ce que ça prendrait? Vous avez parlé tout à l'heure d'imposer la loi 101 jusqu'au baccalauréat. Des intervenants avant vous sont venus nous dire jusqu'au cégep. Vous allez plus loin, vous dites jusqu'au baccalauréat. Est-ce que cette mesure-là serait suffisante ou qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour atteindre cet objectif-là? Oui, il faudrait un faisceau de mesures contraignantes, comme ça existait dans la version d'origine de la loi 101, qui, ensemble, interagiraient de manière à orienter le Québec vers le français langue commune. Comme c'était le cas pendant 2 ou 3 ans après l'adoption de la loi 101 et qui a pris fin avec le référendum de 1980 et le coup de force constitutionnel de 1982. C'est vrai que j'ai été le pionnier de cette façon d'envisager l'assimilation par groupe d'âge et de reconnaître que c'est parmi les jeunes qui annoncent qu'est-ce que ça va être quand ils vont avoir l'âge d'élever des enfants. S'ils ont passé à l'anglais, langue d'usage à la maison, ils vont transmettre l'anglais comme langue maternelle à leurs enfants. Et ce sont les locuteurs natifs d'une langue, de par le monde, qui assurent la pérennité de cette langue. Ce n'est pas ceux qui s'en servent comme langue seconde. Ce sont les locuteurs natifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicholas Ostler, dans ses publications, un historien des langues. Et les langues, hein, il y a un mouvement ascendant, puis ensuite ça décline, puis c'est vrai. C'est comme la nature, c'est en mouvement continuel. Quelles sont les mesures et quelle est la situation à Montréal? Est-ce qu'on est à un point de rupture? Est-ce que c'est dramatique? Je pense qu'on a perdu le contrôle, si on ne l'a jamais eu. Même la loi 101, avec les mesures que vous allez probablement vouloir répercuter pour les entreprises de 25 employés et plus, ou peut-être que vous allez modifier le seuil, mais sachez que déjà au début des années 2000, donc 25 ans, 20 plus, après l'adoption de la loi 101, ce n'était pas fait encore. La langue commune de travail n'était pas devenue le français dans les grandes entreprises visées en tout premier lieu par la loi 101. Alors, je ne peux pas qu'être sceptique devant des propositions de faire du français la langue de travail, tout en permettant le libre choix de la langue d'enseignement au collège et à l'université. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on peut fréquenter le cégep anglais sans que ça déteigne. Il faut d'autres mesures contraignantes pour vous aider à réaliser cet objectif de faire du français la langue commune de travail. On a fait déjà le maximum avec la loi 101 en ce qui concerne, ou en tout cas, on a fait le maximum que la Cour suprême nous a permis de faire avec les contraintes touchant la scolarité en français, la scolarisation obligatoire. La langue parlée à la maison.
Parce que vous dites, ça, c'est l'indicateur qui est l'indicateur, justement, l'indicateur d'orientation linguistique par excellence, la langue usuelle au foyer. Je comprends toujours pas, moi, l'importance de cet indicateur-là et pourquoi tous les autres, vous dites, c'est un simple ramassis de comportements. La langue de l'espace public est quand même une langue importante. La langue du travail, c'est important. Au Canada, à l'extérieur du Québec, il y a 2 700 000 francophones. Ils appellent ça des francophones. Mais ce sont des gens qui disent au recensement qu'ils sont capables de soutenir une conversation en français. Statistique Canada a fait un test en 1988 de cette fameuse question. Cette personne est-elle capable de soutenir une question en français ou en anglais? C'est très mou comme question. On a les pires questions sur la connaissance des langues. En Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, etc., ils cherchent à savoir bien, un peu, passionnément, pas du tout. Une gamme de compétences comme ça à certains niveaux. Statistique Canada refuse obstinément de changer sa question depuis qu'on a commencé à critiquer cette question. Excusez-moi, je vais citer le principal responsable des données linguistiques à Statistique Canada, John Kraut, dans le temps qu'on nommait pas continuellement des francophones de service à la tête de cet organisme-là, de ce domaine-là. Je m'excuse, je ne mange pas mes mots. Je n'ai pas de temps à perdre. Et c'est pour ça que j'écris des chroniques, parce qu'on a beau publier des livres, des articles scientifiques, etc., dans les revues internationales, ça ne filtre pas, ça arrive, on n'en parle pas. Les chroniques aussi, c'est souvent des choses, des bouteilles à l'eau, des bouteilles à la mer. On fait ce qu'on peut. Mais John Kraut a qualifié ces statistiques-là en 1977 dans un rapport de « primitive at best ». Quand j'étais à l'OQLF, sur le premier comité de suivi de la situation linguistique au Québec en 2003 et 2008, j'ai demandé au directeur de la recherche de faire le maximum pour qu'on fasse des pressions sur Statistique Canada d'améliorer sa question sur la connaissance du français. Ce n'est pas un référendum, là. Are you a good Canadian? Can you speak French? Can you speak English? C'est les premières questions maintenant qu'on pose dans le volet langue du recensement, et c'est les questions les plus molles. Ce qui est important, langue maternelle, langue principale parlée à la maison. Ça, c'est un comportement dominant ou même exclusif. C'est bien loin d'autre chose. Kraut avait raison de dire que c'était primitive at best, parce qu'il y a eu assez de critiques au sujet de cette question-là que Statistique Canada a essayé une autre question. Est-ce que cette personne est capable, en 1988, de tester la question suivante? Cette personne est-elle capable de soutenir une conversation assez longue sur divers sujets, en français et en anglais? Mais là, le nombre d'anglophones à l'extérieur du Québec qui se sont dits compétents en français a diminué de moitié. Alors, entre être capable de soutenir une conversation, whatever that means, et une conversation assez longue sur divers sujets, il y a un monde. Je me permets de vous rappeler que le doyen des démographes, Jacques-Henri Pépin, dans ces dernières années, privilégié des moyens très inclusifs pour promouvoir le français. Ses pensées ont bien évolué. Je constate aussi, je ne partage pas, mais je comprends quelque part votre pessimisme quand vous venez de dire que même les gens qui maîtrisent le français langue seconde vont pas trop aider à la pérennité de notre langue. Alors, ça serait intéressant de savoir comment on va assurer un certain pourcentage de Québécois de langue maternelle francophone en pérennité. Mais ma question, est-ce que vous faites abstraction totale de la possibilité, de la réalité de ma connaissance des nouveaux arrivants, j'ose dire des Québécois d'expression anglaise, de la réalité qui sont tellement attirés à notre belle langue commune, qui sont souvent très motivés de participer à le rayonnement et le renforcement de notre langue française. Est-ce que ça entre, premièrement, dans votre perception des choses, et si oui, dans vos calculs démographiques? Je n'ai pas trop bien compris votre question. Je regrette. Si vous préférez, on peut se parler. Longtemps, je vous invite à l'interpréter comme vous voulez. Il me semble que c'était clair. Je répète, je n'ai pas très bien compris la question. Ah bon.
le démographe Patrick Sabourin qui est venu, je lui ai posé la question parce que lui aussi, il tenait à la langue parlée à la maison, mais il disait que les autres indicateurs, ne sont pas suffisants pour nous permettre de voir quelqu'un qui parle une autre langue à la maison, à l'extérieur, dans sa vie, à l'extérieur de façon générale, s'il parle le français. On n'est pas capable de le savoir parce qu'on n'a pas les données. Et justement, donner un mandat statistique Québec, l'OQLF, avec des bonnes questions, évidemment, ils ne font pas le recensement, mais des bonnes études, là, il va y avoir le commissaire à la langue française. Il n'est pas temps d'augmenter puis d'élargir notre vision et les données qu'on a pour peut-être être un petit peu moins pessimiste que vous, mais je dis ça, mais même la langue parlée au travail, on sait qu'elle a baissé aussi. La situation n'est pas bonne dans la langue d'usage parlée à l'extérieur de la maison. L'OQLF aurait dû jouer un rôle majeur dans la recherche sur la situation linguistique sous tous ses aspects, dès 2002, dès la réforme de la loi 101 à cette époque-là. Dès qu'il a reçu la responsabilité, le mandat de faire rapport à tous les 5 ans sur les comportements et les attitudes linguistiques. Je regrette que l'Office n'ait pas fait son travail. Quand j'ai quitté mes 5 ans, je leur ai dit, écoutez, faites une enquête à tous les 5 ans sur la compétence linguistique de tout un chacun, en français et en anglais, s'il vous plaît, au Québec. On n'a pas d'informations adéquates. Statistique Canada ne veut pas le faire, alors, s'il vous plaît, faites-le. Faites des enquêtes sur le français langue commune. On évoque souvent la science ces temps-ci. Bien, on a la science devant nous et c'est une démonstration éloquente sur toute votre carrière de ce qu'il faut considérer. Merci de venir nous livrer ça. Et j'aimerais vous entendre parler de la nécessité d'avoir une immigration où le français est important à l'arrivée. Excellente question. Parmi les immigrants qui nous arrivent, anglophones et allophones, et qui ignorent le français à l'arrivée, une enquête de Statistique Canada a confirmé que longtemps après est arrivé, la plupart de ceux qui ignoraient le français à l'arrivée l'ignoraient encore. Quand je dis longtemps, je veux dire 10 ans après l'arrivée. Et quand je dis beaucoup, c'était les 2/3 de ceux qui l'ignoraient à l'arrivée l'ignoraient encore. Alors ça, c'est la majorité. Maintenant, est-ce qu'on doit exiger des nouveaux arrivants une connaissance préalable du français? On a donné des points supplémentaires déjà dans la sélection. Ben, d'après ce que je comprends de ce qui arrive à l'immigration et du contrôle et du degré de sélection des immigrants par le Québec, the shit has hit the fan. On est devant maintenant des mécanismes d'arrivée à la citoyenneté, à la statut d'immigrant et ensuite citoyenneté, des mécanismes qui privilégient les travailleurs temporaires et les étudiants temporaires. Et c'est terminé. La culture et l'éducation qui va reprendre demain, après cet ajournement, c'est son étude, ses consultations sur le projet de loi 96, demain, mercredi 29 septembre, après les affaires courantes.